calculer. Donc, je m'appelle Harmonie et quand on m'a invité à proposer un sujet, j'avais d'abord donné ce titre, S'accepter sans renoncer, 3 leçons tirées de mon handicap et influençant ma pratique du web. Et puis, en préparant, je me suis rendu compte que c'est pas complètement ça que j'avais envie de partager, et c'est plutôt de faire un aveu que j'ai jamais vraiment fait, et c'est que j'ai un rapport très compliqué au handicap. Ça me pose vraiment problème. Qu'est-ce que c'est que le handicap? Et alors c'est d'autant plus paradoxal que je travaille dans l'accessibilité numérique. Donc l'accessibilité numérique, ça signifie que les personnes handicapées peuvent utiliser le numérique, qu'elles peuvent percevoir, comprendre, naviguer, interagir et contribuer. Donc c'est pas que consommer de l'information, c'est aussi interagir. Et donc ça fait une dizaine d'années que je travaille dans ce domaine-là à titre professionnel, à temps plein. Mais en fait, ça fait 15 ans déjà que je suis handicapée, et ça fait 20 ans que j'ai eu un accident qui est à l'origine de tout ça. Et pourtant, la première fois que je me suis présentée en public en me disant je suis handicapée, c'était en avril 2017. Donc ça fait à peine un an. Et donc je me suis vraiment interrogée pourquoi c'est compliqué comme ça de le dire. Et je parle pour les autres, c'est facile, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie derrière tout ça? Et donc là, c'est de partager un petit peu toute la réflexion que j'ai eue autour de ce que c'est que le handicap et finalement toute la richesse. Et donc, j'ai quand même tenu ma promesse des 3 leçons que j'en ai tirées et que je peux partager, des astuces avec vous. Voilà. Et donc, pour comprendre... Ah voilà, c'était mon téléphone. Merci. Donc, pour comprendre en fait où est ce problème, et je ne serai peut-être pas la seule à partager ce problème-là, c'est qu'il y a une croyance qui est très forte et qui est particulièrement forte chez moi, qui est liée à mon histoire, qui est que quand on veut, on peut. Et quand on veut, on peut, c'est une croyance qui est extrêmement motrice. Et moi, je viens d'un milieu où c'est un peu comme la chanson de Goldman, Envole-moi. Donc entre la soumission, la peur, l'abandon, la violence. Donc c'est un contexte familial et personnel compliqué qui fait que de toute façon, on n'a pas trop d'espoir. Il n'y a pas grand-chose. Il ne faut pas compter sur qui que ce soit, les proches, ou pour nous dire qu'on a un avenir. Donc du coup, si on n'a pas cette croyance quand on veut, on peut, et qu'on se contente d'écouter les adultes, on ne fera rien. Et donc quand on veut, on peut, c'est aussi dépasser ces croyances limitantes qui font qu'on n'ose pas. Donc c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif. À coup de livre, j'ai franchi pas mal de murs. Jusqu'à ce qu'en fait, on se rende compte que cette croyance-là, elle a aussi des côtés, finalement, qui peuvent être très dangereux. J'ai 16 ans, et à ce moment-là, donc, je travaille, en plus d'être lycéenne, je travaille dans une maison de retraite, je fais des ménages, et je glisse, et je me fracture le ménisque interne. Mais à ce moment-là, je ne sais pas tout de suite. Truc, bon, c'est pas de chance, mais c'est pas dramatique, une opération, et puis en fait, ça va jamais vraiment mieux. Mais on m'explique que les médecins, le corps médical m'explique que bon, ça doit être dans ma tête, c'est pas si grave, en fait, tout ça s'est bien passé, l'opération, on laisse tomber, on n'écoute pas. Et donc, j'ai d'autres problèmes en tête, et puis je suis orgueilleuse, quoi. Je suis méditerranéenne, comment ça, je vais pas me plaindre pour rien, je suis pas une chochotte, donc je dis rien. Et ça continue comme ça, et puis après tout, quand on veut, on peut. Et c'est sans doute... Si j'ai rien, c'est que je ne dois pas écouter ce qui se passe. Et puis il y a un moment où je n'ai pas pu, et les douleurs étaient tellement fortes, je pouvais quand même marcher, donc je suis sortie. Et puis donc là, j'ai quitté mon sud natal et je suis allée étudier à la capitale. Et je me réveille aux urgences. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu connaissance. Le corps, au bout d'un moment, a dit non. Et je voulais très fort pourtant, mais je ne pouvais pas. Et donc, je continue mes études et on se rend compte qu'il y a des nerfs qui ont été lésés au moment de l'opération. Et donc ça fait une espèce de dysfonctionnement du système nerveux. Et donc par moments, des fortes chutes de tension, des décharges électriques, et le handicap principal, c'est la douleur en fait. Donc mécaniquement, il y a des dégâts, mais ça marche quand même. Mais du coup, des douleurs extrêmement fortes et qui peuvent prendre vraiment tout le côté droit. Et à ce moment-là, donc là, je suis en maîtrise de sciences politiques. Et je ne peux pas à nouveau m'inscrire à la fac, c'était la suite de la licence. Donc c'est une amie qui le fait.
Et je pense que je vais retourner en cours le mois prochain, et puis la semaine prochaine, le mois prochain, le trimestre prochain, le semestre prochain. Je vais passer les examens en juin, et en fait non, je passe 10 mois à l'IT sans savoir si je remarcherai. Et donc là, je découvre plusieurs choses. Quand on veut, on ne peut pas. Et que c'est dangereux de penser parfois, et c'est même culpabilisant en fait. J'ai souvent culpabilisé en me disant non mais en fait c'est moi qui ne veux pas assez. Et en fait non, on a beau vouloir, on ne peut pas forcément. Et j'ai découvert la discrimination aussi à l'université, puisque parfois on veut, on peut. J'ai quand même réussi à récupérer les cours par une amie qui me faisait des photocopies, etc. Et j'ai pu à nouveau avec des béquilles marcher en septembre. J'ai envoyé mon mémoire pile dans les temps, je vais passer. Et là on me dit non, vous n'étiez pas en cours, donc vous n'avez pas le droit en fait de passer vos examens. Et donc j'ai employé des moyens légaux, j'ai saisi le médiateur de la République pour dire que c'est pas juste. Mais c'est déjà pas normal d'avoir à le faire. Et je l'ai fait une fois et ce cas s'est reproduit et après j'ai laissé tomber. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Et du coup, quand on veut, on ne peut pas forcément parce qu'on ne peut pas soi-même et des fois parce que l'environnement ne veut pas. Et c'est un peu la définition du handicap. C'est-à-dire que même si on veut, parfois on ne peut pas. Et ça, c'est important de le comprendre parce que quand on n'y fait pas attention, même sans faire exprès, il y a vraiment le côté culpabilisant. En tout cas, je culpabilisais parfois de ne pas être sûre. Est-ce que je suis assez handicapée pour le prétendre déjà? Donc, est-ce que je ne parle pas à la place d'autres personnes? Et puis, est-ce que j'exagère pas un peu? On a mis beaucoup de temps à comprendre, à visualiser en fait les nerfs qui étaient lésés. Donc, est-ce que c'est pas dans ma tête? Et finalement, je me rappelle d'une copine à l'époque qui me dit bah, tu vois, on va se balader avec tel ami, tu veux venir avec nous? Et je dis bah, j'aimerais bien, mais là, en ce moment, je ne peux pas. Et elle me dit bah, si tu changes d'avis. Et c'est extrêmement blessant. J'étais vraiment blessée de dire elle ne me croit pas en fait. Et alors ça revient, pour revenir un peu au web, ce que j'ai découvert aussi quand même dans cette période, c'est le web, parce que j'ai fait des études de chinois et de sciences politiques, donc ça n'a rien à voir avec la programmation. Donc, mais quand on est à l'IT longtemps, ça laisse plein de temps pour faire d'autres choses. Et l'informatique, c'était devenu Internet en particulier, mais merveilleux, quoi. Tout à coup, je l'utilisais un peu comme consommatrice pour mes recherches. Avec le chinois, c'était déjà bien, parce qu'on peut communiquer loin sans avoir à se déplacer, mais là, c'était devenu vital. Et par moment, sur un site de presse, d'ailleurs, j'essaie de me déplacer. Je ne peux pas utiliser ma souris. Tout le côté droit est vraiment impossible à utiliser. Et j'essaie de naviguer au clavier. Et parfois ça marchait, parfois non. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Et donc c'est ce qui m'a amené un peu à me dire, pourquoi des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Bah, ça dépend comment c'est codé. Et c'est vraiment ce qui m'a amené à l'accessibilité numérique. Et ça m'amène à dire aussi, dans le web, ce qui peut aussi parfois me déranger vraiment, c'est quand on mélange les choses. Et quand on dit, par exemple, moi je suis en situation de handicap, et par exemple, quand je suis avec mon iPhone au soleil et que c'est pas assez contrasté, ben moi aussi je suis en situation de handicap. Non, enfin moi ça me choque vraiment d'entendre ça. Ça bénéficie aussi à d'autres. Ça bénéficie, l'accessibilité, c'est formidable parce que ça bénéficie à beaucoup de monde, mais du coup on a l'impression d'être ramené à quelque chose de pas si important. Et il y a la notion de choix. Et, voilà. Et là, on n'a pas ce choix-là. Et donc, passé cette période, une période un peu compliquée, j'ai compris quelque chose, c'est qu'accepter, c'est pas forcément renoncer. Et ça, c'est quelque chose qui n'était absolument pas clair dans ma tête au début, en chinois. Donc, on a des cours de civilisation, on appelle ça, de culture, philosophie, etc. aussi. Et il y a la notion de wu wei, non agir. Et que je ne comprenais absolument pas. Je ne comprenais pas comment le fait de ne pas agir ou d'accepter, moi qui suis une révoltée de naissance, c'était possible et c'était compatible. Et en fait, si on n'accepte pas les faits tels qu'ils sont, en fait, on se limite. Et le fait que je refuse d'être handicapée fait que j'ai renoncé à énormément de choses. J'ai renoncé à aller au musée, j'ai renoncé parce qu'il aurait fallu que j'accepte des conditions d'aménagement. Et à partir du moment où j'ai dit, OK, ça c'est notamment quand je suis devenue maman, aller à Disneyland, c'est impossible. On a essayé de le faire sans que j'ai d'aménagement particulier. J'ai juste mes béquilles, on a vraiment essayé de couper les fils, etc. Et je me suis encore retrouvée dans des situations compliquées et qui en plus a mis vraiment du stress aussi à ma petite fille qui ne voulait pas avoir sa maman comme ça, on rentre et on n'est pas resté aussi longtemps qu'on voulait. Et puis à partir du moment où j'ai accepté, donc j'ai une carte de priorité, quand je vais dans ce genre d'événement, j'ai un fauteuil roulant, en fait c'est vachement plus simple, quoi. C'est vraiment libérateur. Donc le fait de l'accepter, c'est pas renoncer, c'est au contraire regagner de l'autonomie. Ce qui n'est pas évident, et on fera un petit exercice après, et vous verrez que c'est pas forcément évident de le comprendre comme ça. Et donc à partir de là, j'étais plutôt dans une autre phase aussi, dans une société accessible, le handicap n'existe pas. En mode un peu acte ton handicap, quoi.
Et donc ça, c'est une deuxième phase qui est encore une nouvelle croyance. Après, quand on veut, on peut, il y a celle-ci, que d'autres un peu plus avancés dans l'accessibilité partagent peut-être encore, et que j'avais encore il n'y a pas si longtemps, et qui en fait est aussi problématique, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le côté positif, donc c'est hyper créatif. À la fin de mes études, donc j'étais à l'école des hautes études en sciences sociales, donc j'avais toujours la possibilité, l'envie, mais c'était absolument impossible de faire des études de Chine, sciences politiques, du terrain, de la recherche peut-être en Chine, et sachant que j'arrivais déjà pas à aller à la fac à m'y rendre, donc c'était plus possible. Donc ok, on change, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et donc la peur un petit peu de se dire il faut quand même que je gagne ma vie. J'ai toujours travaillé depuis très très jeune, depuis 14 ans, et comment je vais m'en sortir? Et là, j'ai eu l'opportunité de faire des sous-titrages de sous-titres de films, une traduction de sous-titres de films à la maison. Je me dis, tiens, je peux bosser de chez moi. Donc j'ai bien essayé à Pôle emploi, à l'époque c'était la NPE, de dire est-ce qu'il y a du travail en télétravail. Mais alors, déjà à l'époque, c'était pas du tout, déjà aujourd'hui c'est compliqué, mais à l'époque pas du tout. Et donc je me suis lancée un peu toute seule avec l'idée, je crée mon propre emploi. Donc c'était ma première entreprise, c'était en 2007. Et en mettant Chine, web, accessibilité, un peu au hasard. Et puis bon, ça a pris en fait assez vite et assez bien, presque tout seul. Et donc là, ça montre vraiment que ce qui m'a aidée, c'est qu'on est passé d'une dimension individuelle à une dimension politique. C'est plus le handicap, le problème, c'est la société. Si c'est accessible, il n'y a plus de problème. Et il y a un fond de vérité là-dedans. Donc là, il y a un article de presse qui est intitulé « Son handicap empêche l'accès à son balcon. Le tribunal de Toulouse condamne le bailleur social ». C'est absurde ce titre. Ça, c'est un article du 6 mars 2018. C'est son handicap qui l'empêche ou c'est l'inaccessibilité du balcon? Et vous voyez que c'est hyper diffus, c'est totalement actuel. Et ça, c'est des choses auxquelles on ne prête pas forcément attention, mais là, qui culpabilise, c'est son handicap le problème, c'est elle le problème. Alors qu'en fait, non, si c'était accessible, il n'y aurait pas de problème. Donc il y a un fond de vrai, si c'était accessible, le handicap n'existerait plus. Et en même temps, je me suis rendu compte que le problème, si on n'a que cette approche-là, c'est qu'on va considérer que le handicap est causé par l'environnement, mais que ça reste un problème. Et du coup, que si tout est accessible, il n'y a plus de problème. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, et ça pose un autre problème qui est le problème de hiérarchie entre les handicaps. L'intervenant précédent disait ce qui est formidable sur Internet, c'est que justement on ne voit pas forcément qui est l'autre, et ça met une espèce d'égalité. Et ça, c'est quelque chose qu'on se dit aussi beaucoup. On peut chatter avec quelqu'un qui est aveugle, on n'en sait rien qu'il est aveugle, et ça gomme le handicap. Et ça, je me disais, mais c'est génial. Il y a une partie, on ne se pose plus cette question-là, et quand c'est accessible, c'est super. Oui, mais en fait, il y a des gens pour qui il faudra toujours une adaptation. Et du coup, ça veut dire quoi? C'est moins bien, ou on fait de l'accessibilité aussi pour eux, ou on ne le prend pas en compte? Et ça, je m'en suis rendu compte. Dans l'accessibilité numérique, on travaille beaucoup avec des normes, enfin avec des règles d'accessibilité. C'est très standardisé. Et donc, c'est classé en 3 niveaux. Donc, il y a le niveau simple A, c'est des critères, premier niveau, on va dire. Le niveau double A, donc c'est tous les critères simple A, c'est cumulatif, plus tous les critères double A pour être de niveau double A. Et ça, c'est même devenu une obligation légale au niveau français et même européen maintenant. Il faut respecter ce standard niveau double A. Et puis, il y a un niveau triple A, auquel, du coup, on ne prête pas forcément beaucoup attention, et qui est du niveau triple A, et c'est écrit comme ça dans la norme, parce qu'on ne peut pas l'imposer comme une politique obligatoire dans tous les contextes, ce n'est pas possible dans tous les contextes. Et c'est typiquement le contraire du OneWeb, c'est-à-dire dans le triple A, c'est pas une même interface pour tout le monde, il faut quand même des adaptations spécifiques. On y retrouve là-dedans, par exemple, pour les personnes déficientes intellectuelles, tout ce qui est une rédaction alternative de certains textes en facile à lire et à comprendre. On va y retrouver tout ce qui est la langue des signes. Voilà. Donc c'est des choses qu'on fait en plus et qu'on ne peut pas forcément généraliser et qu'on ne peut pas imposer à tout le monde et qui sont des aménagements pour certaines personnes. Et je me suis confrontée du coup à un discours qui me disait oui, mais du coup vous dites que le handicap intellectuel c'est pas obligatoire. Enfin, comme si ces personnes n'étaient pas dans le champ. Et du coup j'ai beaucoup plus travaillé sur cette question aussi, et effectivement ça pose la question, même avec d'autres amis qui travaillaient vraiment pour que ce soit le plus accessible possible, et on oublie certains utilisateurs. Et en fait là je parle des autres, mais encore une fois ça m'a renvoyé à une espèce d'hypocrisie personnelle qui est que
À l'époque où j'étais vraiment alitée pendant tous ces mois, j'avais pas de traitement qui fonctionnait. En fait, il y a déjà des gens qui étaient prêts à être très accessibles et qui me disaient, j'avais des responsabilités associatives et on me disait, mais c'est pas grave, on peut faire la réunion chez toi ou par téléphone. Mais en fait, je pouvais pas, je pouvais pas. Et donc, dans une société accessible, le handicap existera toujours. Et on en fait quoi alors? C'est un problème, c'est pas un problème, et visiblement c'est un problème puisqu'on veut absolument le faire disparaître. Et donc là, la phase actuelle, vous voyez, ça change, hein, donc peut-être ça changera encore demain, mais pour l'instant où j'en suis, c'est vraiment la phase, j'ai mis un hashtag parce que c'est aussi une espèce de mot de ralliement sur Twitter qui est Say the word. Il faut arrêter d'avoir peur du mot handicap et peut-être le réhabiliter et lui redonner de la visibilité. Plutôt que de dire si c'est accessible, on ne le voit plus, on va le gommer, on va peut-être au contraire dire il faut lui faire une place. Et c'est peut-être normal et ce serait bien. Et arrêter de culpabiliser les gens d'être ce qu'ils sont, parce que finalement, le handicap, ça fait partie aussi de son histoire, de son identité, de mon histoire. Je ne serais clairement pas ici aujourd'hui et je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui si je n'avais pas ce problème de santé-là. Et il y a un programme, il y a une conférence lundi, un salon, et j'ai lu dans le programme, là, en venant dans le train, venez découvrir l'aventure humaine de Laurent, un salarié d'une entreprise, qui, grâce aux outils numériques, gomme son handicap, travaille et échange avec son entourage comme les autres salariés. Et là-dedans, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a une espèce d'injonction. Il faut qu'il soit comme les autres salariés. Il faut gommer. Comme si le numérique, ça devait servir à ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'interroge énormément et aujourd'hui qui me pose vraiment question. Et ça revient aussi à la question, on parle beaucoup de situation de handicap. J'étais sur un stand à Paris avec un ami qui est aveugle, donc qui a un handicap visible, lui. Et on croise une dame, donc on parlait accessibilité, logiciel libre, je suis pas mal impliquée aussi dans tout ce qui est logiciel libre. Et cette dame, elle passe, et puis il dit pour les personnes handicapées, elle le reprend, et elle lui dit non, pour les personnes en situation de handicap. Il lui dit mais madame, je dis bien ce que je veux. Et il avait bien raison. Sachant qu'en plus, elle lui fait la leçon alors qu'elle y connaît. Elle n'était pas concernée elle-même par le sujet, même de façon invisible, elle nous l'a confirmé. Et le problème, pareil, quand j'ai écrit des documents pour l'État, et à un moment, je mettais parfois situation de handicap, et puis parfois personne handicapée, et il y a quelqu'un qui m'a dit mais non, il faut absolument pas, il faut réécrire, ça peut froisser. Je dis si ça froisse, discutons-en, attendons de voir, mais pour moi, je ne vois pas pourquoi on aurait peur de ce terme-là. Et alors là, pour savoir quel est le problème, posez-vous juste la question. Vous êtes dans un groupe, puis il y a une personne qui est rousse au milieu. Est-ce que vous allez dire, est-ce que c'est la personne en situation de cheveux roux? Pourtant, c'est hyper instable. Non, vous allez dire la personne rousse, mais en fait, vous pouvez même dire la rousse là-bas, ou le roux là-bas. Et c'est pas péjoratif. Est-ce que c'est partie de son identité? Ça réduit la personne à ça? Non, sauf si c'est vous qui avez cette intention. Donc pourquoi on ne pourrait pas dire la personne handicapée ou le handicapé? Et pourquoi aujourd'hui c'est vraiment un problème? Donc c'est une question que je me pose, mais qui reste un problème aujourd'hui. Et donc le handicap, ça revient à se rendre compte qu'en fait le handicap, c'est pas quelque chose qui est lié à la personne, c'est une construction sociale. C'est un peu des grands mots, mais pour vous donner, ce qui m'a permis de me rendre compte de ça, c'est un film, le film d'Amandine Gay, Ouvrir la voie, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est le témoignage de femmes noires. Malheureusement, il n'est pas beaucoup passé, elle a eu beaucoup de mal à faire son film, mais qui est extrêmement, extrêmement intéressant. Et à un moment, elle pose la question, quand est-ce que tu es devenue noire? Et chacune des intervenantes, elles ont une anecdote, un moment où elles deviennent noires. C'est totalement contre-intuitif, parce qu'on peut se dire, elles sont nées noires. Mais en fait, non. Et elle raconte, il y en a même une qui raconte ça. Et ma fille, c'était pareil, elle me parlait d'un copain de classe en maternelle. Et elle me dit, mais tu sais, celui qui est marron, bah ouais, en fait, il n'est pas spécialement noir. Et c'est vraiment une construction sociale. Le handicap, c'est pareil. Moi, j'avais mes problèmes de santé. En fait, on se rend compte que j'avais 16 ans quand ça a commencé. Et ça ne s'est jamais vraiment arrêté. La définition légale, officielle du handicap, c'est une limitation d'activité substantielle, durable ou définitive, subie dans son environnement en raison d'une altération physique ou mentale ou d'un trouble de santé invalidant. Et ça, je l'avais depuis des années. Le jour où je me suis sentie handicapée, c'est le jour où on m'a dit que je ne guérirais pas. Et donc, il y a vraiment un jour où, du coup, tout change et on est obligé de refaire ses plans sur sa vie, sur ce qu'on va devoir faire, de s'adapter. Et on voit qu'il là-dessus, il y a d'autres choses qui sont venues se greffer, qui est le terme handicapé, où on a une vision
un archétype de la personne handicapée qui est construite socialement, où c'est forcément quelqu'un qui vit une tragédie, donc il vaut mieux en avoir pitié. Et éventuellement, on va dire quel courage. Qu'est-ce que je suis courageuse? Ça, on me l'a souvent dit. Après, je suis peut-être vraiment courageuse. Mais du coup, c'était toujours quand même dans un contexte, quel courage. Bah, je n'ai pas de courage, j'ai des béquilles, c'est pas grave. Et donc, du coup, ça sous-tend aussi que quand on est handicapé, on n'a pas le droit au bonheur. Imaginez que vous baignez dans ce contexte, vous ne vous rendez pas compte, il y a des petits prix de presse comme ça qui vous jettent des mots sans vous en rendre compte. Et puis, on vous dit tout à coup, vous avez un handicap. Mais il y a plein de gens qui vont se dire, mais il vaut mieux mourir en fait que d'avoir un handicap. Et il y avait une conférence TED de Dan Gilbert, qui est psy à Harvard, sur le bonheur de synthèse. Et il prend un exemple, il fait un petit jeu dans la salle et il dit, voilà, imaginez, là, 2 secondes, je vous projette 2 images, quelle situation vous permettrait d'être plus heureux? Et il montre, vous gagnez au loto ou vous devenez tétraplégique. Tout le monde rigole, évidemment, on choisit, on gagne au loto. Et donc là, déjà, ça prouve que l'archétype du malheur, c'est quand même d'être handicapé. Et encore plus intéressant, la slide d'après, il dit, en fait, ça n'a aucun impact, les deux sont aussi heureux. Donc on voit que c'est vraiment une construction sociale. C'est pas du tout vrai, et ça ne correspond pas à la réalité. Alors du coup, petit jeu. Il y a Stephen Hawking, qui est donc un physicien britannique, qui est mort le 14 mars dernier, donc c'est assez récent, et sur Twitter, sur les réseaux, il y a une image notamment, qu'on a vu circuler, avec l'image d'un homme, une ombre, une silhouette qui s'en va au loin et qui quitte visiblement en premier plan un fauteuil roulant, qui représente le fauteuil roulant de Stephen Hawking. Qu'est-ce que ça vous évoque? En fait, ça annonce sa mort, hein, donc c'est dans le contexte. Ouais. Il a fini avec son handicap. Il est libéré de sa chaise, exactement. Il part vers les étoiles, c'est quelque chose d'assez joli, hein, c'est poétique. Il part vers les étoiles, sachant qu'il était physicien. Il est debout. Clairement, le message derrière, c'est qu'il est libéré de son fauteuil et il part vers les étoiles, vers un monde meilleur, en fait, hein, parce que sa vie, forcément, c'était pas terrible. Et quelle horreur, en fait. Ça se veut poétique, mais c'est horrible. Et ça, ce message-là, moi, je sais que pendant longtemps, mes béquilles, je supportais plus, je voulais plus les voir. Mais en fait, c'est absurde. Heureusement qu'elles sont là. C'est juste un outil, ce qu'on appelle une technologie d'assistance, si on va plus dans le numérique, mais c'est une technologie d'assistance, et c'est top. Et il y en a plein dans le numérique qui se développent, et ça permet de faire plein de choses. Mais on voit que dans l'inconscient, c'est vraiment vu comme quelque chose de négatif. Et pour vous montrer que ce n'est pas une fatalité, il y a d'autres dessins qui circulaient, comme par exemple celui-ci, où on voit Stephen Hawking qui va pour le paradis, qui est bien dans sa chaise et qui dit fuck parce qu'il y a des marches encore. Donc on voit que c'est une construction sociale. Et la bonne nouvelle, c'est que qui dit construction sociale dit qu'on peut déconstruire. Et donc ce n'est pas une fatalité. Et on a tous un pouvoir d'agir là-dessus, qu'on soit valide ou handicapé. Et donc, du coup, les 3 leçons promises. La première que je pourrais donner, le premier conseil, c'est de sortir de ces silos. Dans le numérique, dans les réseaux, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Et du coup, on va voir que des gens qui sont comme nous ou qui pensent la même chose que nous. Et c'est hyper important de sortir de ces silos parce qu'il y a déjà des militants aussi, handicapés, qui vont partager leur quotidien. Ça vous permet de vous ouvrir sur d'autres choses. Donc j'ai mis quelques comptes. Donc il y a le CLHE, qui est un site web aussi, c'est le comité lutte handicap pour l'émancipation et l'égalité. C'est un peu une résurgence, ça me fait rire, dans les années 70, il y avait un mouvement qui s'appelait les handicapés méchants. Donc c'est un côté un peu libertaire qui assume le terme et qui du coup déconstruisent beaucoup ce qui se passe. On n'a pas l'impression, on a l'impression que c'est des choses gentilles, on ne se rend pas compte de l'oppression que ça fait peser pour les personnes. Donc il y a plusieurs comptes que je vous ai affichés. Il y a une chaîne YouTube aussi d'une jeune femme qui vit avec le syndrome et l'air dans l'os. Pareil, c'est handicap invisible, c'est des douleurs. Et elle fait des vidéos qui sont très intéressantes si vous voulez découvrir en fait, le quotidien de quelqu'un qui a un handicap. Et elle avait une vidéo à un moment aussi avec l'un de ceux du CLHE sur le Téléthon. Le Téléthon.
J'ai eu beaucoup de mal, j'étais contente de voir cette vidéo parce que ça m'était hyper mal à l'aise, mais sans comprendre en fait vraiment où était le problème, encore une fois. Où, voilà, bon, c'est bien, ils récoltent de l'argent et tout, mais en fait, c'est hyper décrié dans d'autres pays. Ils ont mis fin depuis longtemps à ça aux États-Unis, par exemple, alors qu'en France, on ne remet pas du tout en question. Et le problème, c'est qu'on passe vraiment par la charité. En fait, et on va culpabiliser les gens pour qu'ils donnent, et puis on donne une image misérabiliste. Et la personne qu'elle interviewe, c'est quelqu'un qui est en fauteuil roulant et qui, enfant, était aussi enfant Téléthon, en fait. Donc il raconte qu'il connaît bien de l'intérieur et qui raconte sa distance. Donc c'est vraiment une vidéo que je vous invite à voir et qui est vraiment intéressante. Et puis la relève est là. Il y a Jordan Reeves, 12 ans, qui a un membre en moins, en fait, qui est né comme ça, et qui a un super projet. Elle est top, quoi. Donc je dis la relève, elle a que 12 ans, et qui est aussi un peu à l'origine de, je pense, j'ai cru comprendre, de Say the Word. Arrêtez de dire situation de handicap ou je sais pas quoi, dites handicapé, c'est pas grave en fait, c'est pas mal. Et qui, elle, a un projet où elle a construit un truc qui envoie des paillettes, parce que tout est plus beau quand on envoie des paillettes. Donc, et c'est très drôle. Donc voilà, ouvrir un petit peu. Alors, il y avait un hashtag aussi français qui est beaucoup trop long, mais si les handis parlaient comme les valides. Et donc c'est intéressant à aller voir, pareil, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, des choses qui vous paraissent anodites quand vous les dites, ben, en fait, c'est pas du tout normal. Alors la deuxième astuce, ce serait ne pas prendre le travail de personnes handicapées, quand ça peut être mieux fait par ces personnes-là. Je disais, il y a 2 fois plus de chômage chez les personnes handicapées que dans le taux de chômage des personnes en général. Et en fait, on est un peu dans le cas, c'est quelque chose qui arrive, j'espère, une prise de conscience à avoir, et qui est loin d'être faite, mais c'est un peu comme du temps de Molière, les rôles féminins étaient joués par des hommes, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est absurde et qu'il ne faut pas le faire. Les personnes noires, il y avait tout ce que blackface, mais du coup c'était caricaturé aussi, c'était joué par des blancs. Et là maintenant on a des gens qui ont quand même la bonne idée de faire des films comme Tout le monde debout, avec donc de Franck Dubosc, avec Alexandra Lamy qui joue une personne en fauteuil. Et il y a quelqu'un sur Twitter qui demande bonjour Franck, je suis tétraplégique et je me déplace en fauteuil électrique. Pourquoi ce film et ne pas prendre une personne handicapée comme premier rôle? De plus, j'ai remarqué que c'était toujours des hémiplégiques. Merci de votre réponse, je l'espère, Emma. Et donc là, grand seigneur Franck Dubosc répond parce qu'être acteur est un métier. Sérieux. Et alors, je ne comprends pas en quoi c'est une réponse. Donc ça veut dire que si on est handicapé, on ne peut forcément pas avoir un vrai métier ou on ne peut pas être acteur, sachant qu'il en existe déjà. Et puis, évidemment, si on ne donne pas sa chance aussi et qu'il n'y a aucun, si la loi de l'offre et de la demande aussi, donc s'il n'y a aucune offre, le métier, ils ne peuvent pas monter en compétence sur ce métier. C'est comme, c'est très lié, je suis beaucoup dans une démarche intersectionnelle, mais c'est très lié à l'histoire des femmes aussi, où on leur disait, voilà, vous voulez avoir le droit de faire des courses dans le sport ou je sais pas quoi, vous êtes moins bonne. Ouais, il n'y a pas toute l'histoire aussi d'apprendre à faire de la compétition, etc. Dans le numérique, je pense que c'est pareil. Tous ceux qui font du web ici, il faut vraiment apprendre à sortir de la charité pour repasser au droit. Quand on est dans l'accessibilité numérique, moi ça m'est arrivé que des clients me disent « Ouais, c'est pour les handicapés, donc vous pouvez le faire gratuitement. » Non, en fait, pas du tout. Au contraire, d'ailleurs. Et je rajoute, je rajoute un 0. Non, mais c'est une vraie expertise. Et il y a quelque chose qui me choque beaucoup, c'est que souvent on va dire tiens aux collègues ou à une association, ça on adore, on va leur faire des tests sauvages comme ça. Est-ce que mon site est accessible? Mais non, c'est un vrai métier. Et oui, il faut faire des tests. Et oui, il faut faire des tests avec les utilisateurs, ce qu'on ne fait pas assez, parce que c'est pas ancré en fait dans les pratiques d'accessibilité numérique. On a une approche très normative et du coup l'utilisateur il disparaît en fait. Et du coup, quand vous devez faire des tests au lecteur d'écran, un lecteur d'écran, c'est un logiciel qui va vocaliser ou restituer sous forme de plage braille des points qui se lèvent, qui se baissent, ce qu'il y a à l'écran. Vous pouvez apprendre à vous en servir, mais clairement, vous ne serez jamais aussi bon et compétent que quelqu'un qui l'utilise au quotidien. Du coup, le faites pas à sa place. Et ça, c'est clairement pas répandu aujourd'hui. Rémunérer les personnes, alors défrayer, ça dépend de leur niveau, mais les personnes qui font des tests pour vous en mode test utilisateur, et prévoyez-le tout simplement dans les offres et les devis. Pareil, ça c'est quelque chose, s'il y a des gens qui font de l'UX ici,
vous allez faire des tests utilisateurs et souvent ce que j'ai vu, c'est qu'on défraie parfois en bon d'achat les utilisateurs normaux, mais dès qu'il s'agit d'utilisateurs en situation de handicap, on va s'adresser vers une asso et puis on ne va pas du tout défrayer. Ben, c'est vraiment un problème et vous pouvez même afficher ça comme une démarche citoyenne dans vos offres. Il ne faut pas avoir peur d'avoir cette démarche et ça permet de sensibiliser aussi. Et puis troisième conseil, soyez à la fois curieux et patient. Curieux parce que c'est que comme ça que vous allez pouvoir sortir un peu de votre construction sociale où on est tous dedans. Et moi, la première, moi j'ai une chance, un avantage par rapport à vous. Je suis handicapée, pas vous, donc bon, c'est pas de votre faute. Mais du coup, ça m'a permis de voir d'autres choses que j'aurais sans doute pas vues si j'avais pas ce problème-là. Mais du coup, c'est pas une fatalité. On peut tous le voir et en sortir. Et patient parce que ce que je suis en train de vous dire, ça va peut-être faire écho chez certains. Vous allez peut-être lire des choses et du coup, commencez pas à expliquer à une personne handicapée qui n'est peut-être pas à cet état de maturité et qui aime peut-être pas avoir ce terme, qui va dire non, moi je suis non-voyant et je suis pas aveugle, par exemple. Et du coup, se positionner par rapport à ce qui est normal et qui est donc d'être valide. Chacun a sa démarche. Il y a à la fois une démarche personnelle et il y a une démarche de société à avoir. Et donc, être patient et vous allez rater, je vous le dis tout de suite, forcément, vous allez faire des bêtises et c'est pas grave, en fait. Ce qui est grave, c'est de rien faire. Est-ce que vous allez vous planter? Oui. Vous êtes mal à utiliser les alternatives d'image sur le truc qui nous revient. C'est pas grave. Vous avez essayé. Par contre, acceptez de vous tromper et de recommencer. Et posez la question et renseignez-vous. Dans la société française, on dit qu'il y a à peu près 20 millions de personnes, 20%, donc 13 millions de personnes handicapées. Si vous n'avez personne autour de vous, c'est que vous êtes quand même vraiment dans un silo. Posez-vous la question. C'est peut-être bizarre. Et donc pour conclure, je reprends une citation de Stephen Hawking qui me paraît très appropriée. Le premier ennemi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. Ah, merci. Quelques questions? Ouais, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Ouais, merci beaucoup pour ce retour d'expérience, c'était super. Moi, j'ai une question entre quelque chose qui me tracasse pas mal en ce moment, parce qu'il y a eu les déclarations d'impôts là récemment qu'il fallait faire uniquement en ligne pour certaines personnes, qui va être full en ligne dans quelques années. Et j'ai filé un coup de main récemment dans mon village à quelques personnes âgées pour la remplir. Et quelque chose qui m'énerve, c'est lorsqu'on a le prétexte de l'accessibilité numérique pour supprimer le rapport humain et supprimer le service d'État ou le service en fait à travers une interface humaine. Et j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que des fois c'est pas mieux de ne pas avoir un service non accessible, mais en contrepartie une interface humaine pour compenser, plutôt que d'avoir un service 100% accessible et de supprimer le rapport humain? Alors déjà, ce qui serait bien, c'est que le service soit 100% accessible, ce qui en plus n'est pas le cas. Mais, voilà, au-delà de ça, je suis d'accord. Enfin, après, il y a plusieurs choses. Je pense que souvent dans ce domaine-là, de l'accessibilité numérique, c'est pas, enfin, il y a plusieurs écoles aussi, hein, mais mon approche, c'est qu'il y a une différence déjà entre conformité, accessibilité et inclusion. Moi, c'est 3 choses différentes pour moi. Moi, ce que je vis, c'est l'inclusion. L'accessibilité numérique, ça a beau être mon métier, ça ne m'intéresse pas. Je le connais bien, je le maîtrise, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'inclusion. Et effectivement, dans certains cas, et ça m'est arrivé, de conseiller, c'était clairement pas le budget qui allait être dépensé allait être disproportionné par rapport au service rendu, tellement c'était compliqué. Il y a une collectivité qui avait fait le choix d'équiper des agents de tablettes et d'aller aider les personnes plus tôt. Donc ça peut être une solution, pour moi, qui est acceptable dans l'optique accessibilité numérique. Après, je pense qu'il faut aussi se dire qu'il y a des gens qui sont empathiques, qui aiment bien le contact, et puis il faut quand même que la personne elle soit autonome et qu'elle ait le choix d'avoir le contact humain ou pas. Et donc l'accessibilité, c'est la base en fait. Donc ça n'empêche pas, mais ça ne devrait pas être un prétexte pour enlever du contact humain, ça je suis totalement d'accord. Mais par contre, il faut quand même laisser la personne, elle n'a peut-être pas du tout envie d'aller rencontrer quelqu'un et on lui impose ça. Donc voilà, l'accessibilité, c'est juste une condition d'égalité. Voilà. Ça marche? Non? Si?
Je te remercie également pour ton intervention. Alain Damasio, qui au-delà d'être un auteur de fiction et de romans d'anticipation, a fait une conférence il y a quelques mois à Rennes qui s'appelait « Être ou ne pas être artificiel ». Du coup, je me suis aperçu qu'au lieu d'écrire, il étudiait aussi beaucoup la philosophie allemande, et notamment le postulat du corps humain comme outil. Les philosophes que consultent après les économistes, comme on a entendu tout à l'heure, et création de projets de société. Et effectivement, il pose carrément le postulat aujourd'hui, en reprenant ces philosophes, qu'on rentre complètement dans une société totalitaire, pas que le fait de se faire piquer ses données et ses courriers, parce qu'on impose une norme d'un corps systématiquement réparé pour qu'il redevienne outil, et que le corps dysfonctionnel n'est plus utile à la société. Donc il faut absolument le réparer par des technologies. Si je suis malvoyant de naissance, rien que le fait de porter des lunettes dès tout petit, je deviens un humain augmenté par une technologie. C'est moins clinquant que le web ou la blockchain, mais bon. Et finalement, tu le décris, le web devient un outil d'augmentation, de réparation de nous, de notre corps humain, qui nous fait glisser doucement vers une société totalitaire. Je rebondis à ce que tu disais tout à l'heure. Le contact humain, je pense qu'il est important. Comment tu te positionnes, ou comment tu envisages ça dans un futur proche et un futur lointain? Imaginons que tous les humains puissent avoir accès à Internet, qu'on soit tous réparés par Internet. Est-ce que tu vois là vraiment une chance avec des choix possibles, ou est-ce que tu vois là une société totalitaire? Les deux, en fait. Si demain on me dit, moi c'est des douleurs en permanence. Si demain on me dit, il y a un traitement, je sais pas quoi, on me répare et j'ai plus ça, je dis oui. Donc je vais pas être hypocrite en disant si, c'est super en fait. Et je déjeunais avec un ami qui est aveugle. Et à un moment, on mange et il ne se rend pas compte, il va se tâcher parce qu'il y a un truc qui va tomber. Et je dis attention, il me dit ah mais c'est top la techno que tu as. De quoi? Il me dit bah les yeux. C'est quand même hyper pratique, il faut reconnaître, et on s'en rend pas compte quand on les a. Et après, je pense que c'est vraiment une question individuelle. Ça, c'est un combat qui existe, un débat qui est très très prégnant chez les sourds. Où en plus ils ont les sourds-signeurs, donc ceux qui utilisent la langue des signes, parce que qui dit langue, qui est reconnue seulement depuis 2005 comme une vraie langue, et qui avait été interdite pendant des années, ce qui est quand même totalement aberrant, dit culture aussi. Donc il y a une langue, une culture, et du coup il y a tout un débat et un combat aussi contre l'implant cochléaire, par exemple. Le fait d'avoir... donc on coupe complètement les nerfs auditifs, on remplace par un implant qui va reconstituer du son, voilà. Et donc il y en a qui voient une super chance, et puis il y en a qui disent mais c'est scandaleux de faire, surtout quand c'est pour des enfants, de leur faire courir des risques médicaux, etc. Tout ça pour pas reconnaître qu'il est comme il est, qu'il est parfait comme il est. Donc là on voit, je vous avais parlé de Jordan Reeves, son pseudo c'est Jordan Just Right. Elle a une fondation qui s'appelle Born Just Right, donc je suis née juste parfait en fait, il n'y a pas besoin de me changer. Et je pense qu'en fait, je trouve que la technologie, effectivement, les lunettes, c'est une technologie d'assistance. Et c'est un exemple qu'on prend souvent en formation. Donc il y a pas mal de personnes déficientes visuelles dans la salle qui ont une technologie d'assistance, donc les lunettes. Et c'est pas mal en fait de réparer quand il y a des choses qui peuvent nous rendre la vie plus facile. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Par contre, il faut laisser le choix aux personnes de ce qu'elles veulent faire et pas présupposer qu'elles vont être malheureuses parce qu'elles ne sont pas comme les autres. Parce que de toute façon, on arrivera toujours à des limites. Ou alors, on va sur des notions extrêmement dangereuses, effectivement, d'eugénisme. Donc, bienvenue à Gattaca. Mais c'est vraiment ça. Donc, si tu n'es pas parfait, que tu ne rentres pas dans... Et c'est quoi parfait? Du coup, quelle est notre notion de la perfection? Du coup, on va perdre énormément en richesse aussi. Je pense qu'il y a le handicap, nos limitations de manière générale, le handicap, c'est un très beau... Pour moi, c'est un vecteur d'innovation incroyable, de création incroyable. La télécommande, ça a été inventé pour des personnes paraplégiques au départ. Le SMS pour les personnes sourdes. Et on oublie tout ça. Et du coup, c'est nécessaire pour certains, mais ça bénéficie à tout le monde. Donc je ne suis pas du tout pour l'extinction du handicap, on l'a vu. Après, je suis pour toutes les technologies, tout ce qui peut nous aider à rendre notre vie plus confortable, bien sûr. Et après, c'est aux personnes de choisir. On n'a pas à décider à leur place de ce qui est bien pour elles, en fait. Question? Je me demandais à quel point c'est la personne qui décide et à quel point c'est pas la société qui est validiste, qui donne envie à la personne de changer.
Je voudrais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est pas la société qui donne envie de devenir plus normale parce que la société est faite pour les gens qui sont valides? Alors si, totalement. Alors, le validisme, c'est une construction sociale. En fait, c'est ce que je viens de décrire sans le nommer depuis tout à l'heure. Et qui est effectivement, si moi je voulais pas assumer ce terme aussi, c'est parce que c'est chargé négativement. Et donc, on baigne dans une société qui est validiste. Et en même temps, j'ai envie de dire, vous l'êtes sans doute tous, je le suis moins, je pense quand même maintenant, mais je le suis sans doute encore. Et c'est normal en fait. Et c'est très oppressant pour certaines personnes, c'est pas une fatalité, mais je suis pas là pour vous dire il faut absolument culpabiliser. Il faut juste en prendre conscience. Déjà, c'est top si vous avez appris des choses et vous êtes prêt à vous ouvrir un peu au sujet. Après, ça ne se changera pas du jour au lendemain. Parce que justement, ça repose sur des croyances qui sont des choses très ancrées et c'est très difficile de changer. Donc après, est-ce que l'environnement conditionne notre façon de penser? Oui. Évidemment, tout, pas que dans ce sujet-là. Et là, il y avait, sur le titre de la conférence que j'avais mis, c'est « S'accepter sans renoncer ». Mais en fait, c'est une leçon de vie qui est difficile pour tout le monde. On a tous du mal à s'accepter comme on est, on a du mal à se regarder sur une photo, il y en a qui ont du mal avec leur image. C'est un défi humain qui est très compliqué et qui est rendu encore plus compliqué quand on a un handicap parce qu'on est classé, stigmatisé comme anormal, en fait. Voilà. Donc je pense qu'il y a les deux. Voilà. D'accord, merci.